Bien le bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue. Vous regardez le Loft. Vous le savez, ça se passe sur BF1 et tous les mardis, comme les lundis, on prend plaisir à vous retrouver pour ensemble discuter autour d'un sujet, échanger, apprendre. Si hier, on était autour de la génétique, aujourd'hui, on reste vraiment dans l'univers de la santé, mais cette fois, pour aborder un autre sujet, un sujet, moi j'ai envie de dire, qui nous permet d'être en vie, parce que oui, ce liquide précieux qui coule dans nos veines et qui, à la limite, donne un sens à notre vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et quand il manque, il faut compléter. Oui, c'est comme ça. C'est le carburant de notre vie. Et on en parle aujourd'hui. Le 14 juin, chaque année, c'est la journée du don de sang ou du donneur de sang. Et c'est important, on le sait, surtout par cette saison qui arrive, saison hivernale, qui malheureusement, dans notre pays, rime souvent avec un pic des cas de paludisme chez les enfants et qui souvent s'accompagne de manque de sang. Donc, besoin de transfusion sanguine, qui dit logiquement besoin de donneurs de sang qui donnent quelque part. Donc, on en parle aujourd'hui. À quel état on en est? Est-ce que vous faites partie des habitués du don de sang? Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de cet acte? On en parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des préjugés autour? Qu'est-ce que vous pensez du don de sang? Pourquoi faut-il donner son sang? C'est notre sujet aujourd'hui. Vous le savez, quand on a un sujet comme ça, on a des invités pour en parler. Mais avant de les installer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Alex qui n'a pas donné son sang depuis des années. Ça va? Stéphanie, merci de me vendre à nos téléspectateurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un peu. Bon, Il y a une part de vérité. Bon, moi aussi, t'inquiète, moi aussi, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait, donc on est dans le même sac. Je ne peux pas t'incriminer plus que ça parce que je ne suis pas forcément un bon exemple. Mais je pense qu'à la sortie de cette émission, avec tout ce qu'on aura appris, on fera un tour au don de sang. Tu iras immédiatement? On ira ensemble. Non, je te demande, tu iras immédiatement? On ira ensemble. Donc, c'est-à-dire que ton allée dépend de moi. Oui, c'est toi qui as un moyen de déplacement, moi je suis à pied. C'est pas grave, je vous l'amène. Vous en faites pas, je l'amène. Et au délai imparti pour le prochain don, je vous le ramène. Il deviendra un donneur bénévole. Parce que oui, aujourd'hui, on parle avec nos amis du Centre national de transfusion sanguine, représenté par le responsable qualité, M. Zala, qui est des nôtres, qui est assis juste à côté de moi et en tout cas, qui aujourd'hui va faire la fierté de tous les Samots. Voilà, parce qu'il passe à la télé. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, on imagine quand même qu'aujourd'hui, on est le 16, il y a 2 jours, c'était certainement chaud bouillant par rapport à la journée du donneur de sang, aux activités. Donc, vraiment, merci de venir ici en début de semaine où, normalement, c'est en train de se passer un peu. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Et on vous remercie également pour l'invitation pour pouvoir parler du don de sang. Voilà, c'est vraiment important. Et naturellement, quand on dit don de sang, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent. Sinon, le mot n'aurait vraiment pas son sens. Et s'il y a bien une personne qui est expérimentée dans le don de sang, c'est M. Traoré qui est des nôtres aujourd'hui, qui est le voisin de Alex et qui, j'espère, va vraiment inspirer Alex pour qu'il change de comportement parce que ce garçon-là, on essaie de le changer depuis longtemps, mais ça vient difficilement. Donc, on espère aujourd'hui que la proximité va amener un changement plus rapide. M. Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. D'accord. Je me porte en merveille. Ah, super. Très bien. Je pense que c'est un critère important pour un donneur de sang. Bien sûr. D'accord, ok. Donc, Donc, ça veut dire, toi qui es tout le temps tu te portes tout le temps à merveille, ça veut dire que, genre, chaque semaine, tu peux donner. Monsieur Zala, elle peut donner chaque semaine, non? Au moins 5 litres tu avais chaque des semaine. intentions de meurtre à mon encontre. Bon, pour un esclave des Samoa, en tout cas, on peut. Hein. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. On va veiller à ce que les sabots sortent des bureaux quand je vais venir pour faire mon don. On va être sûr que... Voilà. Donc, le Centre national de transfusion sanguine, de ce que vous m'avez dit avant qu'on commence, a 20 ans cette année. C'est bien cela. Tout à fait. Donc, pourquoi un Centre national de transfusion sanguine? Et le Centre national de transfusion sanguine, parce que avant donc, le Centre national de transfusion sanguine, c'était des banques de sang hospitalières qui existaient dans les hôpitaux, notamment Yalgado qui était le plus grand, et il y en avait également à Bobo, et dans d'autres hôpitaux qui sont dans les provinces. Voilà, à un moment donné, on a trouvé qu'il faut créer un centre parce que les pratiques transfusionnelles dans les différents centres étaient différentes,
n'était pas la même chose. Ah, d'accord. Donc la sécurité du sang n'était pas bien assurée. Donc, il fallait donc créer le Centre national de transfusion sanguine pour que les pratiques soient harmonisées, pour que le sang soit encore plus sécurisé, avec des mêmes méthodes de travail, les mêmes méthodes d'analyse. Voilà, c'est ça qui a abouti donc à la création du Centre national de transfusion sanguine en 2000. D'accord. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on vient au Centre national de transfusion sanguine, c'est quoi? C'est pour prendre du sang, pour donner du sang? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Et quand on vient au Centre national de transfusion sanguine, on a quand même des interfaces. On va dire d'abord pour ceux qui sont des donneurs, c'est pour donner le sang. Et le sang va être traité à la sortie, c'est sera du sang qui va sortir pour aller dans les hôpitaux. D'accord. Pour ceux qui sont malades également, qui sont dans le besoin, le sang va aller pour ces gens. D'accord. Donc, c'est une sorte, c'est une autre forme de banque de sang toujours, ou l'appellation banque de sang ne s'y est plus? Bon, on peut toujours appeler banque de sang, il n'y a pas de problème, pour que les gens puissent comprendre. La banque, on sait que quand on dit banque, c'est pour garder quelque chose. Donc, banque de sang, c'est pour garder le sang. Donc, c'est plus facile pour tout le monde de comprendre comme ça. On peut garder l'appellation. Est-ce que tout le monde peut se lever? Par exemple, si je me lève un beau matin et je dis, ah tiens, j'ai bien envie de donner mon sang. Est-ce que je peux me lever le matin comme ça et me dire, je pars au centre de transfusion pour faire un don de sang? Ou est-ce qu'il faut attendre des occasions? Ou est-ce qu'il... Parce que souvent, on en voit des organisations, des institutions, ou même des personnes qui organisent des journées de don de sang. Est-ce qu'il faut attendre ces occasions? Ou est-ce que je peux me lever un beau matin en me disant, oui, j'ai bien envie de faire une bonne action, je vais aller donner mon sang? Est-ce que c'est une option possible? Oui, pourquoi pas. Vous pouvez vous lever comme ça et puis vous lever pour aller donner le sang. Il n'y a pas de souci, mais bien sûr que le don de sang est encadré par des conditions qu'il faut bien remplir avant d'y aller. Ou si vous ne connaissez pas les conditions, vous pouvez venir au centre. On vous expliquera les conditions minimales pour donner le sang. Voilà, il faut avoir minimum 18 ans. D'accord. Au plus 60 ans également. D'accord. Alex Voilà. est parfaitement dedans. Voilà, il est dedans. Je vérifie pour être sûr qu'il peut donner. Ensuite, il faut peser minimum 50 kilos. On va vérifier. Voilà, et après, il faut être en bonne santé aussi, même si c'est une bonne santé apparente. Ok. Voilà, il faut être en bonne santé également. Maintenant, après, il y a d'autres conditions qui peuvent vous serez données donc, quand vous serez au centre. D'accord, ok. Donc déjà, si vous avez plus de 18 ans, vous avez plus de 18 ans et moins de 65, c'est ça? 60 ans. Moins de 60, plus de 18, moins de 60, et que vous avez plus de 50 kilos et que vous êtes apparemment en bonne santé, vous pouvez vous lever et aller au centre de transfusion sanguine. Peut-être que là, on vous dira oui ou non, mais déjà, ces conditions vous permettent de décider de devenir un donneur, à l'image de M. Traoré, qui est donneur de sang. Depuis combien d'années? Ça va faire maintenant 34 ans. Ok. Donc, chose, 34 ans. 34 ans de don de sang, c'est vraiment à saluer, quoi. C'est toute une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie et des vies. C'est toute une vie et des vies sauvées. Exactement. Donc, Monsieur Traoré. En fait, ma tête fonctionne comme ça. Je suis en train d'évaluer le nombre de poches de sang. Quand même, le nombre de personnes sauvées grâce à Monsieur Traoré. C'est ça, donc... on va dire, je dois être tourné autour de 114, 116 dons de sang. Wow. Quand même, 116, 114, 116. Et c'est quoi, comment ça a commencé tout ça? Je veux dire, ça a commencé en vérité, ça a commencé en 82. D'accord. 82, en fait, je voyais, on organisait en fait des collectes de sang en fait à l'école. J'étais au collège de l'Avenir en fait à l'époque. Puis je voyais, il y avait un attroupement et puis il y avait un élève qui était vraiment spécial. Ah ouais. À l'époque, il n'y avait pas les conditions qu'on avait aujourd'hui. Hein. Le gars était capable de donner 2 poches. C'était en fait des bouteilles. D'accord. Il allait, il s'asseyait, on lui branchait les deux. Et puis c'était avec ces 2 grosses boîtes de confiture, 2 miches de pain, 2 grosses boîtes de sardines. Et puis, dès qu'il se lève, vous voyez toute la cour, tout le monde est derrière lui. Ouais. Donc, en fait, il représentait, on dirait, un exemple, quoi, qui était capable de mobiliser, en fait, des gens. Ok. Et puis, un jour, je me suis présenté. On me dit, monsieur Traoré, vous n'avez pas encore l'âge. Vous n'avez pas encore 18 ans, vous ne pouvez pas encore donner. Et donc, depuis ce moment, j'ai dit, quand j'aurai 18 ans, je vais les donner.
D'accord. Et effectivement, quand j'ai eu mes 18 ans, juste un mois après, je suis allé donner. C'était pour les sardines non, ou c'était pour ressembler à l'autre? Non. En fait, il m'a donné une image de rassembleur. En fait, c'est plutôt ça qui m'a amené en fait, vers ça. Est-ce qu'à l'époque, vous avez conscience de la portée de l'acte que vous posiez? Bien sûr. Vous saviez que donner du sang, ça sauve des vies derrière et tout cela. Mais surtout que déjà dans ma famille, il y avait déjà eu quelqu'un qui a eu besoin de sang. Ah, d'accord. Voilà. Donc en ce moment, on se rend compte que c'est vraiment concret et tout ça. Et souvent, une question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'une personne puisse donner jusqu'à 2 poches? Moi, j'ai bien envie de comprendre ça. Juste le fait d'y penser, moi, ça me donne des vertiges. C'est quelle quantité de sang qu'il enlève? En fait, ce que je dis, c'est pourquoi en fait le CNTS, la venue du CNTS, venait encadrer en fait tout ça. Oui. La personne prenait beaucoup de risques. Exactement. Ah d'accord. En fait, c'était pas normal. C'était pas normal. Ok. La personne prenait beaucoup de risques. Oui. Voilà. Parce qu'il y a quand même une quantité de sang dans le corps en temps normal et une quantité qui ne doit pas être en bas de la quantité à laquelle on ne doit pas arriver. C'est ça. C'est quoi la quantité normale? Et même avant, même encore le CNTS, moi, pour expérience personnelle, j'ai déjà donné en un trimestre, j'ai donné 3 fois. Un trimestre? Ouais. Au CNTS? Oh. non, il a dit avant. Avant le CNTS. Avant le CNTS. Tout à fait. Il était tellement à fond dans sa dynamique de sauver des vies qu'il se rend compte qu'il se met lui-même en danger. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un enfant de 4 ans qui était souffrant et son papa s'était présenté en fait à l'Adosab à l'époque. Et les gars de l'Adosab m'ont appelé, je suis venu, j'ai vu le papa, j'ai dit moi j'ai normalement déjà donné. J'ai donné, ça me faisait à peine, ça valait même pas un mois. Ah, donc logiquement, je ne devais pas pouvoir donner. Voilà. Et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. L'enfant a besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je suis parti. Parce qu'ils ont prélevé, puis voilà. D'accord. Donc, c'est des situations qui arrivaient. Aujourd'hui, c'est des situations qui ne peuvent pas arriver. Mais avant, c'était possible. Mais en même temps, on va dire que c'est peut-être parce que c'était pour un enfant de 4 ans. Oui, bon, c'est ce qui m'a amené en fait à le faire. Sinon, bon, on a dit au moins quand même, au moins de 2 mois. C'est combien de temps après qu'il faut... Combien de temps? C'est 4 mois pour les dames. Voilà. D'accord. 3 mois pour les hommes. D'accord. Donc, en fait, il a fait 3 dons en un trimestre alors que normalement, ça devait être un seul. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et la quantité de sang dans le corps, normalement, c'est combien? Environ 5 litres. Environ 5 litres. Oui. Et en bas de quelle quantité on a besoin d'une transfusion? C'est que nous prélevons ça entre 300 et 450 millilitres. D'accord. Jamais un demi-litre? Non, jamais un demi-litre. Wow. D'accord. OK. Donc, actuellement. Oui, actuellement. Okay. Non, mais tout a été corrigé. Parce que le mec qui a donné quand même 2 poches est allé au-delà d'un demi-litre. Oui. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Justement, ça. D'accord. Donc, peu importe, parce que souvent, on se dit, je suis grand, je suis fort. Non, forcément, moi, j'ai beaucoup plus de sang que lui qui est maigre, donc je peux donner 2. Alors que la quantité de sang n'a rien à voir avec la corpulence, c'est bien cela? Tout à fait. Moi, j'aimerais demander à M. Traoré, durant cette période où vous avez donné fréquemment de sang à une période très courte, physiquement, vous avez ressenti, physiquement, mentalement, psychologiquement, vous avez ressenti des séquelles ou Non, aucune séquelle. D'accord. Okay. Par contre... pas de vertige non, rien du tout, rien du tout. Mais j'étais plutôt heureux. Okay. Heureux de pouvoir apporter en fait ce liquide précieux-là en fait, à quelqu'un qui en a besoin. Ouais. C'est sûr que c'est précieux et c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter en pharmacie. Peu importe ce qu'on a, il n'y a qu'un autre corps humain qui le fabrique. Donc forcément, il faut passer par ce procédé. Mais justement, comment se fait la fabrication du sang? Je ne sais pas si je le dis bien, mais si on enlève et qu'il y en a encore 3 mois plus tard pour qu'on enlève encore, c'est qu'il y a forcément un processus de remplacement. Tout à fait. Comment ça se fait, ça? Parce que l'organisme fonctionne toujours en équilibre. Donc si on enlève du sang, ça va être signalé tout de suite qu'il y a un besoin pour combler. Puisque c'était 5, on a enlevé un peu, ce n'est plus 5, donc il va stimuler la fabrication. C'est surtout au niveau de la moelle osseuse que le sang est fabriqué. Et ça va arriver à maturation à un moment donné, environ 2 à 3 semaines. Donc pour venir combler, en tout
tout cas, c'est ce qui a été enlevé. Donc, la question que je vais poser me fait sourire déjà. Mais est-ce qu'on peut arriver à avoir un excédent de production? Non, c'est ce que je dis, il y a un équilibre. Ça veut dire que quand ça arrive à la limite, quand c'est rempli, c'est bon, voilà, on ne produit plus. C'est quand il n'y en a pas voilà, qu'il faut que le processus de production est actif. D'accord. J'aimerais poser à M. Zala, c'est sur quelle base vous avez fait cette limitation d'âge de 18 à 60 ans? Sur quelle base, en fait? 18 ans, ça c'est l'âge de la maturité. Oui. Voilà, on est allé sur cette base-là. Et 60 ans aussi, bon, ça c'est... Parce qu'à partir de 60 ans, si vous excédez 60 ans déjà, vous êtes un peu à un certain âge, beaucoup de maladies déjà. Okay. Pour beaucoup de gens à cet âge ont beaucoup de maladies, donc 60 ans. On n'a pas besoin de diminuer leur sang en plus. Donc c'est pour ça. D'accord. Dans d'autres pays, vous pouvez aller jusqu'à 65 ans. Ouais. Donc, même ici, même chez nous, ici, si tu es donneur régulier, on peut aller jusqu'à 65 ans. C'est quand vous n'avez jamais donné que vous venez pour la première fois. Après, la limite, ça sera 60 pour vous. Mais si vous étiez donneur, que vous venez à 60 ans, 65 ans, on peut même aller. D'accord. Vous êtes toujours bien portant. Okay. Voilà. En tout cas, on a la chance d'avoir un donneur sur ce plateau, mais on a quand même voulu savoir s'il y a plus de donneurs dans la ville de Ouaga. C'est vrai qu'on a tendu le micro à quelques personnes. Des éléments de réponse que vous allez trouver, enfin moi j'ai trouvé que c'était intéressant, j'espère que vous aussi en regardez, on revient. Je n'ai jamais donné mon sang, mais si j'ai gagné l'occasion, je vais donner. À mon niveau, j'ai déjà donné mon sang. Premièrement, c'était à la Maison du Peuple. Là. Et deuxièmement, c'était dans une association, dans une école. Là. Ce qui m'a motivé, c'est pour sauver des vies. Puis en donnant le sang, ça sauve des vies. Même si ce n'est pas toi aujourd'hui, peut-être demain, ça sera peut-être l'un de tes parents. Souvent à l'hôpital, il y a manque de sang. Et on voit l'ambulancier qui sont en train de tourner pour chercher le sang. Donc, c'est mieux d'aller donner le sang pour sauver des vies. Non, je n'ai jamais donné mon sang. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Je vais donner mon sang pour sauver les gens qui sont malades, qui n'ont pas le sang. Prendre mon sang pour donner à mon frère directement, je suis prêt. Je ne vais pas donner mon sang pour que d'autres personnes utilisent mon sang pour autre chose. Utiliser notre sang pour faire des sacrifices, non, je ne suis pas d'accord. Quand même, moi je connais où se trouve le don des sangs. Je sais que c'est devant Yalgado. Je sais, mais je ne parle pas, jamais. Et bien voilà des avis quand même. C'est vrai que c'est rare d'entendre des personnes le dire devant une caméra, mais en off, on entend souvent ce type d'argumentaire de on ne sait pas ce qu'on fait de notre sang, on est en Afrique, on se connaît, on peut utiliser pour faire des sacrifices, ou alors ceux qui disent derrière je ne vais pas donner mon sang gratuitement pour qu'on le vende derrière. Donc finalement, il y a beaucoup qui se posent la question de pourquoi donner mon sang et de surtout comment m'assurer que quand je donne mon sang, ça va vraiment servir à ce pourquoi j'ai donné mon sang. Est-ce que M. Zala a une réponse à ce genre de réaction? Bon, il faut dire que c'est des gens comme ça qui existent effectivement dans nos pays, qui se disent que on vend leur sang, ça existe. C'est des préjugés, parce que le sang est sacré, il faut le dire. Dans nos sociétés, le sang est sacré. Donc, c'est tout à fait normal que les gens puissent penser comme ça. Mais à un moment donné, il faut dépasser cela. À un moment donné, il faut dépasser cela, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de traditions qu'on a laissées tomber. Donc, la médecine moderne aussi évolue comme ça. Donc, il faut bien que les gens laissent ces pensées-là et savoir qu'effectivement, si vous avez un parent qui a été dans le besoin, le sang qui a été prélevé chez quelqu'un a été effectivement transfusé à la personne pour le sauver. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un prélèvement, il y a nécessairement une vie qui a été sauvée? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Même pas une vie, peut-être 2 ou 3. Parce que les postes sont souvent subdivisés pour donner à d'autres personnes. D'accord. Oui. OK. Tu aurais réaction par rapport à ce type de commentaire? Bon, moi, je vais commencer par faire en fait une proposition en fait au CNTS. D'accord. La première proposition, c'est de délocaliser actuellement en fait les centres de collecte. D'accord. Si dans chaque arrondissement on peut avoir en fait un centre de collecte, ça va être bien. Par exemple, pour Ouagadougou.
Par exemple, je me dis, quelqu'un qui est genre à Yagma, ou bien à Cambouensin, ou bien à Toudououego, vous lui dites, bon, en fait, il faut qu'il se déplace, venir en fait à Yelgado, ou bien qu'il se déplace, venir à Tengandogo pour donner en fait son sang, ça devient compliqué. Surtout que c'est un acte bénévole. Bénévole, c'est ça. Dire, je veux sauver des vies, en fait, il faut que je m'investisse pour aller là-bas. Il y a un problème. C'est ça. Donc, si ça pouvait se faire, on délocalise en fait les centres de collecte. C'est vrai qu'aujourd'hui, le CNTS fait des collectes mobiles, mais là, en fait, il faut de la communication encore en fait à ce niveau-là. Il faut que les gens soient sensibilisés pendant une période. Il faut qu'on fasse du bruit pour que les gens viennent, les curieux viennent voir. Ah bon, ici, en fait, on organise quelque chose. Ouais. Et que les sceptiques se rendent compte que, effectivement... Ensuite, pour celui qui dit qu'il ne va pas donner son sang parce qu'on va faire quelque chose d'autre avec son sang, ça aussi, bon, on ne pourra pas changer. Nous sommes en Afrique et les gens, il n'y a pas trop longtemps, on a assisté en fait à des scènes terribles, macabres, où des gens ont tué en fait des personnes pour prélever leur sang, tout ça. Bon. Imaginez-vous alors où on dépose notre sang. Quand vous vous asseyez puis vous faites en fait une analyse en fait dans ce sens-là, vous vous dites bon, peut-être qu'ils n'ont pas pu accéder en fait au sang qui se trouve là-bas parce qu'ils ne sont pas à un certain niveau. Donc c'est pourquoi en fait ils sont allés faire ça. Donc pourquoi est-ce que je vais le donner? Mais j'ai dit encore, s'il y a quelque chose que je dois dire en fait à ces personnes-là, c'est donner son sang. L'intention de donner le sang, c'est pour sauver en fait une vie, sinon sauver des vies. Pensez en fait à cette assertion-là, de sauver des vies et allez-y donner sans penser en fait à ces préjugés-là. Voilà. Lorsque moi je vais donner en fait mon sang, je ne me pose pas en fait de questions. Je dis bon, je donne, quelqu'un en a besoin, puis voilà, c'est tout. Et en fait, le truc c'est que de ce qu'on entend, en tout cas, le besoin de sang est très grand par période. C'est vrai qu'il y a des périodes où on dit oui, parce qu'il y a le palu, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont très sensibles. Et souvent, c'est important d'avoir du sang à côté. Il y a des anémies qui font qu'il faut forcément des transfusions sanguines. Je ne suis pas de la santé, je ne connais pas forcément toutes les pathologies qui nécessitent une transfusion sanguine. Mais je crois bien qu'il y a des saisons où le besoin de sang est très important. Mais apparemment, de l'autre côté, il n'y a pas assez. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Et qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est surtout la période hivernale, par exemple, là où il y a beaucoup de cas de palu, parce que le palu entraîne l'anémie chez beaucoup de gens. Et en même temps, les grands donneurs du CNTS, ce sont les élèves et les étudiants qui donnent le plus. Et puis, ils sont les plus nombreux aussi, on va dire. Du coup, il se trouve que ces élèves et ces étudiants sont en vacances. Donc, on ne peut plus collecter dans les écoles, les universités. Et en même temps, le besoin de sang augmente parce qu'il y a le palu. D'accord. Donc, du coup, il y a un grand gap entre l'offre et la demande. D'accord. Mais il y a des associations de donneurs, si je ne m'abuse. M. Traoré. Oui. Comment on va dire ça? Les militants de ces associations-là, les membres de ces associations, ce sont aussi les élèves. Ah. La plupart du temps, c'est des élèves. D'accord. C'est les élèves, c'est les étudiants. Et puis, bon, il y a ceux-là qui travaillent. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Lorsque vous êtes déjà un travailleur, bon, en semaine, c'est compliqué. Les week-ends, vous êtes pris par les activités sociales. Donc, bon, il faut vraiment être animé d'une certaine volonté pour pouvoir le faire. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui peut expliquer, en fait, c'est vrai que ce n'est pas une jolie coïncidence. Au moment où les donneurs ne sont pas forcément disponibles, c'est le moment où il y a le plus grand besoin de sang. Donc, forcément, le vide se fait sentir. Mais là encore, on pourrait, en fait, compenser, en fait, tout ça. Je le pense, en impliquant davantage, en fait, les plus hautes autorités, en fait, de ce pays. D'accord. Je vais dire quelque chose, ça n'engage que moi. Allez-y. Lorsqu'on a vu le président Compaoré, à l'époque, faire le don de sang, et qu'on a vu en fait à la télé, dans les affiches, dans les journaux, du coup, ceci a entraîné quoi? Dans toutes les directions, dans tous les ministères, tout le monde a organisé.
Pourquoi ne pas en faire en fait un truc régulier? La dernière fois, c'était le président Roch qui l'a fait. Tout le monde a fait. D'accord. À tous les niveaux, tout le monde a organisé. Il suffit qu'il lance en fait un appel à cette période-là. Peut-être une campagne annuelle du gouvernement pour collecter du sang. Ça peut être une idée. On pourrait avoir la compensation en fait, de tout ça. Ça peut être bien. En tout cas, c'est sûr que le besoin de sang est très important pour le personnel soignant qui fait face à ces malades, souvent qui sont obligés de regarder partir juste parce qu'ils n'ont pas une poche de sang et qu'ils n'ont pas de solution pour guérir ces personnes-là. Donc, on va quand même écouter un agent de santé. Mais avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant des messages sur notre page Facebook, la publication du jour, par rapport au don de sang. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes donneur? Est-ce que vous avez été déjà dans une situation où vous avez eu urgemment besoin de sang, ou vous avez dû donner urgemment du sang pour sauver des vies? Des témoignages qui peuvent aider, qui peuvent inciter à donner plus de sang, ou en tout cas à inciter plus de personnes à sauter le pas. Parce que je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais sur 4 personnes à qui on a parlé, il n'y avait qu'une personne qui a donné son sang. Donc, je n'ai pas envie de faire de statistiques à partir d'un si petit chiffre, mais ça en dit long quand même. Donc, on écoute notre agent de santé et on revient. J'ai eu déjà quelques occasions à donner mon sang. J'ai eu à donner 3 fois. Voilà. Les 2 premières fois, c'est les dons volontaires. Et la 3e fois, je crois, c'était parce que j'ai eu un parent qui était dans le besoin de sang en district. L'intérêt de donner son sang, en tant qu'agent de santé, je veux dire que c'est très évident pour nous parce que nous sommes constamment devant des situations, nous sommes témoins des situations où le patient a besoin du sang, voilà, pour sa survie. Et donc déjà, nous n'avons pas besoin encore qu'on vienne nous dire exactement pourquoi est-ce qu'il faut donner son sang. Cette période hivernale qui commence est encore une période très accrue, très cruciale justement pour le besoin en sang, parce que tous les enfants, surtout à Charles de Gaulle ici, qui viennent pour le paludisme grave, la transfusion sanguine fait partie en tout cas du traitement, voilà, de ces enfants qui viennent avec un déficit en sang. Eh bien voilà, donc c'est sûr que si vous faites un tour à la pédiatrie en ce moment, vous vous rendrez compte que vous avez nécessairement besoin de donner du sang. Mais moi j'ai envie, M. Zala, de dire que peut-être que s'il y a des gens qui sont sceptiques, c'est parce qu'ils ne savent pas forcément ce que devient le sang une fois collecté. Donc, vous qui êtes responsable de la qualité, qu'est-ce qui se passe une fois que le donneur s'est assis, a tendu son bras, qu'on l'a piqué et qu'il y a eu la prise de sang? Je sais que c'est la partie qui refroidit Alex, mais on va trouver une thérapie pour qu'il dépasse ça. T'inquiète pas. Pense à toutes ces vies que tu sauveras et tu verras. À tous ces enfants qui courent en bonne santé grâce à toi, qui vont à l'école, qui deviennent des médecins. Peut-être que tu vas sauver le futur président de la République, tu n'en sais rien. On ira ensemble très bientôt. Okay. Moi, j'ai pas peur de la seringue, donc on va y aller. Donc, une fois que le sang est collecté, c'est quoi la suite de son parcours? Une fois que la poche est collectée, la poche est collectée en même temps que des tubes pour les analyses. Donc, les poches vont aller sur notre plateau de préparation. Ils vont être séparés dans les différents composants. Parce que le sang contient les globules rouges, les plaquettes, le plasma. Donc, ils seront donc séparés en ces différents composants. Chaque composant peut servir pour un traitement donné. D'accord. Donc, déjà, on aura 3 poches qui peuvent être issues d'une seule poche que vous avez donnée. OK. Voilà. Et parallèlement, il y a les analyses qui vont être faites sur le tube, notamment le groupage sanguin, Rhésus, et également les analyses des infections, donc notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Ce sont ces 4 maladies-là qui sont recherchées dans le don de sang au Burkina Faso. OK. Donc après ça, les poches vont être étiquetées. C'est comme une usine de production. Hein. Okay. Les poches sont séparés, après ils vont être étiquetés. Si les résultats sont bons, bien sûr, il faut que les résultats, tout soit négatif. Ah. Bien sûr. Et voilà, ça va être étiqueté, donc avec les groupes sanguins, et voilà. Donc on attend maintenant la demande des cliniciens pour pouvoir donner. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a du sang qui peut être collecté, mais après examen, qui ne passe pas. Tout à fait. En ce moment, qu'est-ce qui se passe?
Ben, si on collecte du sang, après on fait les analyses qu'il y a une des maladies qu'on recherche qui est là, qui est présent dans le sang, on ne peut pas transfuser ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc ça va être éliminé. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce donneur-là? Est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on l'informe? Oui, ce donneur sera informé. OK. Voilà, de son résultat. On va l'orienter ensuite pour une prise en charge. D'accord. Voilà, mais cette prise en charge ne se fait pas au Centre national de transfusion sanguine. On va les référer sur d'autres médecins. D'accord. Donc, ce qui veut dire que quand on est, quand on a la carte de donneur bénévole, de donneur depuis un certain nombre de temps, on peut en même temps, M. Traoré, supposer que quand on est donneur, je suis clean, tranquille. C'est un peu un passeport de santé, être donneur. Oui, mais c'est plutôt un appel. Ah. Être clean. Oui, c'est vrai. Parce que lorsque vous êtes donneur de sang et que vous êtes un donneur régulier, c'est là où il y a des contraintes. Vous deviez en fait avoir un comportement non risqué. D'accord. Dans votre vie de tous les jours. OK. Parce que dès que vous adoptez en fait un comportement risqué, vous mettez votre vie en danger et du coup, vous êtes en mesure de mettre la vie des autres en fait en danger. Lorsque vous avez en fait la carte, c'est vraiment en fait, comment on dit, un passeport pour avoir une vie rangée. D'accord. Voilà. Quand vous dites vie rangée, oui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui entend quelque part beaucoup de contraintes. Oui. Est-ce que c'est contraignant d'être donneur? Pour moi, non. Parce que la vie rangée, là, ce n'est pas... C'est ce que nous devons tous avoir. Normalement. Mais qu'on n'a pas. Bon, malheureusement. Donc. Malheureusement. On a le droit. Donc, on ne doit pas considérer ça comme étant une contrainte. D'accord. Avoir une vie rangée, avoir des comportements sans risque, il n'y a pas de contrainte. D'accord. Au contraire, c'est lorsqu'on a en fait des comportements à risque, c'est là-bas il y a des contraintes. Oui, c'est vrai. Il faut inverser. On ne voit pas forcément tout. Voilà. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, Voilà. mais c'est vrai que c'est effectivement ça. Ouais. Mais j'ai envie de dire, on a une vie rangée parce que quand on voit à peu près les maladies qui ont été citées, c'est les maladies qui sont classées souvent dans la grande catégorie des MST, des IST, qui font que forcément on est obligé. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'on a le droit d'être fumeur ou, je vais dire alcoolique ou consommer de l'alcool et être donneur? Est-ce qu'on peut? Bon, a priori, je ne vois pas. On ne m'a pas encore posé la question. Est-ce que ça joue sur la qualité du sang d'être fumeur non, ou d'être buveur? Non, pas du tout, parce que ce n'est pas l'alcool qui va aller rentrer directement dans le sang. Ah. C'est un aliment comme les autres, donc forcément, il y aura une digestion après. Mais la cigarette, parce que quand on voit les images de fumeurs à l'intérieur, il y a souvent... Est-ce qu'il est physiquement apte à donner du sang, un fumeur, quand on sait ce que la fumée fait à l'intérieur du corps? C'est sûr que si vous êtes alcoolique et vous fumez également, c'est déjà un risque pour votre santé. On vous a dit ici, il y a des critères pour donner le sang. Si vous venez que vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas pouvoir donner. Et ça... Et si vous êtes fumeur, vous allez vous exposer à plein de risques comme ça, à des maladies. Donc, ce n'est pas évident que vous puissiez passer même pour pouvoir être apte même à donner le sang. D'accord. Stéphanie, en fait, je pense à quelque chose. Il y a des gens, quand ils verront cette émission, plus d'un, c'est déjà dit dans les minutes qui sont déjà passées, je ne mange même pas très bien. Pourquoi aller donner mon sang encore? C'est sûr, il y a plus d'un qui s'est déjà dit ça. Oui. Monsieur Zalé, Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes en fait? Bon, déjà, c'est pas le fait qu'ils ne mangent pas bien et autres qui fait que... Déjà, le sang qu'ils ont, s'ils ne sont pas malades, ils n'ont rien, c'est qu'ils ont déjà, on va dire, assez de sang pour pouvoir donner. Donc, c'est pas... Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, j'ai un seul repas par jour. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai à peine assez de sang pour moi. Pourquoi je vais encore aller enlever ça pour les gens? Donc, ça n'a rien à voir. Effectivement, on entend ça, il y a des gens qui nous disent ça. Je ne mange pas bien et autres. Bon, c'est la qualité du repas aussi qui peut compter, mais ce n'est pas forcément la quantité. Et après, si vous êtes en bonne santé, quelque part aussi, vous avez une quantité suffisante de sang qui vous permet de vivre. Donc, vous pouvez juste donner un peu aussi, pour permettre aux autres également de vivre. De continuer à vivre. De continuer à vivre. Dans tous les cas, ça va être reconstruit parce que le sang va encore
se produit normalement et compenser ce qu'on a enlevé. Moi, ça veut dire. Vas-y. Non. Donc, en fait, normalement, quand on organise les journées de don de sang, en général, après le prélèvement, vous donnez un petit truc à manger et à boire au donneur. C'est quoi? C'est pour réactiver ou c'est pour attirer les gens à venir donner? Non, pas forcément. On lui donne ça d'abord pour le retenir, parce que quand vous donnez le sang, le fait qu'on ait prélevé une certaine quantité, ça peut souvent vous déséquilibrer. Voilà. Donc, le temps de vous asseoir, parce que les gens sont souvent très pressés après le don. Ils veulent tout de suite courir, continuer faire les courses. Donc, on veut les retenir au moins 15 minutes. On lui donne quelque chose à manger. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça nous permet de s'alimenter en attendant au moins les 15 minutes avant de partir. Il y a un menu au choix, ou bien c'est le même menu pour tout le monde? Bon. C'est pas un buffet, monsieur. Ce n'est pas un buffet. Non. Donc, c'est juste vraiment retenir la personne pour que le corps s'habitue à cette nouvelle quantité de sang avant qu'il reparte. C'est ça. Vous avez dit que la plupart... Bon, ne vous en prenez pas à moi par rapport à ce que je vais dire tout de suite. Je demande déjà pardon de ce que je vais dire. Monsieur Traoré, vous avez dit que la plupart des militants des associations de donneurs, c'est des élèves et des étudiants. Est-ce que le repas après le don n'est pas l'argument qui les attire pour certains? Non, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Parce que s'il y a des gens qui argumentent que j'ai pas assez à manger, je ne mange pas bien, et tu regardes, j'ai pas mangé, bah, autant aller donner mon sang et prendre un truc pour... Bon, moi, je vais plutôt prendre le contraire. D'accord. À l'inverse. Ok. Est-ce que quelqu'un qui est dans le besoin de sang, est-ce que c'est la personne qui mange le plus ou bien c'est la personne qui mange le moins, qui ne mange pas bien? Ça peut arriver à tous les deux. Donc, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pour moi, il n'y a pas de raison que quelqu'un dise « je ne mange pas assez, donc je ne peux pas aller donner mon sang ». Comme mon repas ne me suffit pas, en disant l'argument que mon sang même ne me suffit pas, parce que je ne mange pas assez à ma faim, que pour ça, en fait, je ne vais pas donner. Parce que lorsque le besoin se fait sentir, que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé, c'est la même chose. Et c'est le même sang qui coule, en fait, dans nos veines. On a dit ici, tout le monde a autour de 5 litres de sang. Oui. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas bien que tu vas avoir 3 litres de sang. D'accord. Donc, cet argument-là, bon, moi, je le passe en fait comment dire, en PP. C'est un argument. C'est pas un argument. D'accord. Maintenant, pour les élèves et les étudiants. Oui, pour les élèves et étudiants, en fait, c'est parce qu'en fait, on peut les mobiliser en fait à un moment. Beaucoup plus facilement. Plus facilement. D'accord. Voilà. Ils sont bien encadrés, ils sont à l'école et c'est facile en fait de pouvoir en fait les mobiliser. Mais les élèves qui sont ensuite des étudiants, ensuite entrent dans la vie professionnelle, donc logiquement ils sont censés rester donneurs. Normalement, en fait, c'est ce que nous souhaitons. Oui. Ce que nous souhaitons. Votre collègue Alex a dit tout à l'heure, il a donné quand il était étudiant. Depuis qu'il a fini, en fait, c'est fini. En fait, il n'a pas pu être suivi. C'est ça. Sinon, normalement, lorsque vous avez déjà donné en tant qu'élève, ensuite en tant qu'étudiant, que vous militez en fait dans une association, on doit pouvoir vous donner en fait les rudiments pour que vous continuez en fait cette vie-là. D'accord. Secondo, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire en fait à beaucoup de gens. J'ai dit toujours, donner le sang, ce n'est pas, je ne donne pas pour quelqu'un. À la limite, je donne pour moi-même. Oui. Parce que le jour quand j'en aurai besoin, il y aura quelqu'un qui va donner pour moi. En tout cas, je l'espère. Voilà. Parce que si tout le monde dit je donne pas... Si tout le monde dit je donne pas, bon, à un moment donné, qui va donner pour qui? C'est ça. Donc, il faut qu'en fait, nous avancions en fait, dans ce sens-là, en se disant, je donne du sang aujourd'hui, je vais donner demain, pour moi, et pour ma descendance, pour ma famille, et pour les autres. Oui, parce qu'en fait, il n'y a personne qui n'est à l'abri d'un besoin de sang. Ça peut que ce soit un accident de la route. Entre parenthèses, j'ai fait une expérience avec quelqu'un que je connais bien. D'accord. Je partais donner du sang. Je lui ai dit, ah mon frère, viens, on va le donner. Pourquoi? Jamais, je ne vais pas donner. Pourquoi je vais le donner? J'ai essayé de le convaincre en vrai. Il dit, il n'y a pas de problème.
Ok, je vais le donner. 10 jours après, il revient me trouver dans mon bureau. Ah, lui, il a besoin de ça. Je ne peux pas l'aider. Il a besoin de 4 poches. Oh, wow. Parce que son frère avait fait un accident. Ok. Je lui ai dit, mais moi, je viens de donner, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est ça, et à peine 10 jours, c'est pas possible. Je ne peux rien faire pour toi. Quand l'urgence est passée, j'ai appelé, j'ai essayé d'intervenir pour voir si on pouvait le trouver. Je crois qu'il avait eu 3 poches en fait en son temps. Et après ça, je lui ai dit, tu vois, c'est des gens qui ont donné pour que ton frère puisse être sauvé. Toi, tu as refusé de donner. Si tout le monde avait fait comme toi, qu'est-ce qui allait se passer? C'est ça. Ton frère n'allait pas avoir, donc il serait mort. C'est ça. Et c'est vrai aussi qu'il y en a qui se disent souvent, je préfère attendre si on a besoin du sang, je vais aller donner pour être sûr que ça va aider effectivement une personne. Est-ce que dans l'urgence, on a vraiment le temps de prendre le sang, de faire ce qu'il faut faire avec, avant de faire une transfusion? Justement, c'est ça qui est très compliqué, c'est ça que beaucoup de gens pensent. Parce que tout de suite, je viens de décrire un peu le parcours de la poche de sang. Vous avez vu que ça prend du temps. C'est ça. Vous allez le prélever d'abord. Et ensuite, vous allez aller le préparer. Pour le préparer, ça prend également du temps. Faire les analyses, ça prend du temps. Étiqueter et faire sortir, tout ça, c'est du temps perdu. Donc, ça ne peut pas être immédiat. Donc en fait, si vous laissez pour que votre parent soit dans le besoin, dans les cas d'accident, par exemple, la personne est en train de perdre beaucoup de sang, il n'y a pas de poche. Tout de suite, il n'y a pas de poche pour lui donner. Il faut que la banque soit alimentée permanemment, que le stock soit bien fourni. Là, quand on demande net, on peut donner ça dans les minutes qui suivent. Voilà. Donc en fait, se dire qu'on va attendre dans l'urgence, c'est peut-être mettre encore plus la personne en danger. Parce que le temps de faire tout ce traitement, la personne peut partir. Vous aurez donné votre sang, mais vous n'aurez pas sauvé de vie. Parce que vous avez préféré attendre pour être sûr qu'il y a vraiment le besoin de sang avant de donner. Donc souvent, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donner sans savoir qui vous sauvez permettra que quand vous serez dans le besoin, vous n'ayez pas vous-même à aller chercher le donneur parce qu'il y a des personnes qui donnent comme vous. Donc on va faire une petite pause publicitaire et on revient parce que c'est vrai que souvent quand on parle du don de sang, il y en a qui disent oui, mais moi mon sang est rare, on ne peut pas le trouver. Ou il y en a qui disent non, il y a beaucoup de personnes qui ont ce groupe, donc ce n'est pas la peine parce qu'il y a forcément beaucoup de donneurs. On va revenir un peu sur cet aspect des groupes sanguins et tout ça, mais juste après la pause pub. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Eh bien, on est de retour sur le plateau. Donc, je le disais tantôt, quand on parle de ce liquide précieux-là, naturellement, bon, je pense qu'on le sait, chaque être humain appartient à un groupe sanguin. De ce que je sais, de mes années lycée, il y a le groupe O, le groupe A, le groupe B, le groupe AB, positif et négatif pour chacun. Monsieur Zala, si je me trompe, rattrapez-moi rapidement. Est-ce que c'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. Donc, parmi ces groupes sanguins, je me marre de toi parce que je ne sais pas si tu as révisé tes cours ou bien si tu as toujours en mémoire ce que tu as appris. J'ai toujours en mémoire. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit de me rattraper si je me trompe, parce que comme il y a longtemps quand même, c'était quand j'étais au lycée. Donc il faut que je sois sûre que je ne me trompe pas, que je ne raconte pas du gros n'importe quoi à la télé. Donc, de ces groupes, souvent on entend dire qu'il y a des groupes qui sont plus fréquents et des groupes qui sont rares. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Oui, ça aussi c'est vrai. D'accord. Donc, et par rapport justement à cet argumentaire, il y en a qui diront, en général on le dit du groupe O, il y a beaucoup de personnes qui sont du groupe O, c'est pas la peine de se casser la tête si on est du groupe O pour aller donner. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens argumenter comme ça? Oui, il y a des gens qui effectivement argumentent comme ça, mais il faut se dire que les malades aussi sont de ces mêmes groupes.
que les donneurs aussi. Donc, c'est ça, on aura toujours besoin de ces groupes-là aussi pour soigner les gens. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui sont du groupe O et que vous vous dites, comme ils sont nombreux, forcément, il y a beaucoup de donneurs du groupe O, ce n'est pas la peine de donner, vous devriez plutôt raisonner dans le sens, comme nous sommes nombreux, il y a possibilité qu'il y ait beaucoup de malades du groupe O, donc il faut aller donner. C'est bien cela? C'est ça. Ah, je vois que... C'est vrai, j'apprends avec lui, parce que quand tu fais un raisonnement, il dit, mais essaie de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Voilà, j'apprends vite. Mais en parlant de ce fameux groupe O, c'est le groupe qui peut donner à tout le monde. Oui. Apparemment, c'est vrai que je suis pas le plus doué dans tout ce qui concerne les calculs et la science. mais c'est le groupe O il y a O au moins ou O plus bien sûr. O plus, oui, au moins. O plus au moins. O plus au moins, mais c'est le O moins qui est donneur universel. Bon, on va dire en général le O, le groupe O est donneur universel. Il est donneur universel. Voilà. Ok, mais il n'est pas receveur universel. Il non. peut recevoir jusque du O. Oui, en globule rouge, Ok. Il est le donneur universel. Il peut donner à tous les autres groupes, y compris lui-même. Ok. Mais en plasma, il est le receveur universel. Ah. Seulement, il peut recevoir de tous les autres groupes. Ok. Voilà. Et vous nous avez expliqué que quand la poche de sang arrive, on sépare les globules rouges, les globules blancs et le plasma. C'est ça. Donc, ça veut dire que normalement, si vous êtes du groupe O, peu importe l'origine du plasma, ça passe. Oui. D'accord. Quoi? Non, rien. En fait, quand tu as dit on sépare les globules rouges, les globules blancs, le plasma, tout ça, je me demande, est-ce que la poche des globules blancs, les blanches. Bah vas-y, pose ta question, on verra. Chaque poche a quelle couleur? Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui se demandent aussi. Est-ce qu'on a une poche blanche, une poche... Non, on ne sépare pas les globules blancs. Au Burkina, on ne sépare pas. Ici, c'est rouge le plasma et puis les plaquettes. Et les plaquettes, d'accord. Ouais. Donc les plaquettes, c'est rouge. Les plaquettes? C'est rouge ou pas? Ah oui, c'est un peu rouge, un peu jaune. On va dire c'est un peu jaune. Ouais. Jaune pâle. Ouais. Le plasma... Ça, c'est rouge. Non. Si? Le plasma, c'est jaune paille, c'est ça? Jaune par là. Oui. Et les globules rouges, naturellement. Ça, c'est rouge. Voilà, ça, c'est rouge. C'est rouge. Tout à Donc, fait. en fait, ça veut dire que quand on donne une poche de sang à un malade, c'est pas obligatoirement du sang dans sa composition avec tout dedans. Non, on lui donne le composant qu'il a besoin. Ah, d'accord. Le composant qui lui manque. OK. Maintenant, s'il se trouve qu'il a besoin de tous les composants, là, on peut donner tous les trois. Mais s'il n'a besoin que des rouges, on ne va pas lui associer des plasmas pour rien. On lui donne juste ce qu'il a besoin. D'accord, OK. Donc, ce qui veut dire en fait que quand vous donnez une poche de sang, vous pouvez sauver 1, 2 ou 3 personnes. C'est ça. Donc, 116 que l'on multiplie par 3. C'est ça, je dis. Il doit être décoré. Monsieur Traoré, on doit vous décorer. Bon, j'ai déjà reçu en fait une décoration en 2016 comme chevalier de l'ordre du mérite à Grave Santé. Donc, vous le valez bien. On ne peut que remercier en fait les autorités et toutes les structures qui ont contribué en fait à ce que je sois distingué. Oui, mais c'est plutôt à vous qu'on dit le merci. Exactement. Parce que moi, là, tout de suite, je suis sûre que toutes les personnes que vous avez sauvées qui ne savent pas forcément que c'est vous, si elles le savaient, elles avaient s'allier et puis dire merci beaucoup. Vous avez sauvé peut-être le pilier de la famille. Grâce à vous, on paye toujours ma scolarité. Ou grâce à vous, mon fils est devenu ci ou ça. En fait, c'est ça. C'est ce volet-là souvent que ceux qui refusent de donner ne voient pas derrière. Parce que c'est vrai que l'acte de donner le sang, tout de suite, oui, on a fait un don, voilà, et c'est fini. Mais derrière, on ne se rend pas forcément compte de la répercussion. Je l'ai dit tantôt, peut-être que vous pourrez sauver le prochain président de la République, ou qui sait, le médecin qui va trouver, j'ai dit n'importe quoi, le médicament contre la mort. On ne sait pas, je dis ça juste pour dire que on ne sait jamais où ça va aller. Peut-être que c'est vous-même que vous allez sauver, en fait. Parce que vous pouvez donner votre sang et être dans le besoin, et on vous retransfuse, vous n'allez pas le savoir. Mais vous vous êtes sauvé la vie. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Voilà, donc il faut penser à tout ça. Et maintenant, pour tous ceux qui, comme vous, en génération jeune, se disent « Ouais, je n'ai pas encore 18 ans, mais quand je vais avoir 18 ans, j'aimerais bien devenir donneur. » C'est quoi la procédure pour ces jeunes qui nous regardent peut-être? Moi, je veux dire, comme on l'a dit, la condition en fait, du don de sang, c'est déjà avoir 18 ans, peser au moins 50 kilos et être en bonne santé. Donc, pour ces jeunes qui n'ont pas encore 18 ans, ce que moi, je peux leur dire, en fait, c'est de tout faire pour se maintenir en, fait, en bonne santé. C'est important, ça. Voilà. Déjà, adopter en fait, une hygiène de vie qui vous permettra en fait, de maintenir en fait, cette santé-là. Et à l'entrée de 18 ans, bon, on se présente en fait au centre. Au centre national. Et puis, on va vous faire en fait un certain nombre d'examens. Vous allez faire votre premier don, on va vous faire certains examens là-dessus. Ensuite, vous allez revenir, on va reconfirmer avant de vous donner en fait la carte. D'accord. C'est comme ça la procédure. C'est comme ça la procédure. Voilà. Donc, c'est dire que... Mais vous payez pour les examens ou pas? Non. D'accord. Donc, vous avez envie de donner votre sang. Par exemple, moi, j'ai bénéficié de beaucoup de choses à l'époque. D'accord. Hein? À l'époque, avant le CNTS, il y avait un certain nombre d'examens qui faisaient, bon, lorsque j'étais en fait dans les besoins, je pouvais me présenter là-bas. Je dis, bon, moi j'ai besoin de tel résultat là, bon. On dit, oui, bon, on avait déjà fait ça en fait sur votre sang. Vous avez donné ça il y a combien de semaines? Je dis, non, il y a 2 semaines. Donc on regarde dans le registre là, et puis bon, on me ressort en fait les résultats, on me donne et puis je m'en vais. D'accord. Donc, quand même, ça permet, il y a des avantages. Déjà d'être clairement situé sur son état de santé, de faire attention à soi pour pouvoir faire attention aux autres et d'être un bon exemple de vie, c'est sûr. Donc, allez. C'est ça, donc moi je reviens avec M. Traoré parce que je sens Stéphanie, elle est en train de m'attaquer durant toute l'émission tout en sachant qu'on est deux dans la situation. Mais moi je suis décidée. Ok, d'accord, on ira ensemble Stéphanie. Mais M. Traoré, quel impact vous avez eu autour de votre entourage la plus proche? Est-ce que vous avez pu, il y a des gens qui ont suivi votre exemple dans votre famille, vraiment, des gens qui ont emboîté le pas de devenir donneur permanent dans votre famille ou autour de vos amis? Autour de moi, quand même, il y a un certain nombre de personnes qui sont convaincues en fait, de la nécessité de ce don de sang-là. Donc, au niveau de ma famille, il y a quelques-uns quand même qui ne donnent pas de façon régulière comme moi je le fais, mais qui donnent au moment dès que en fait, la situation, l'opportunité se présente à eux. D'accord. Particulièrement en fait, lorsque vous allez en fait, à l'église et qu'à l'église en fait, on annonce qu'à la fin de la messe, il va y avoir en fait, les gens du CNTS sont là. Bon, ce soir en même temps tu te présentes et puis bon, là c'est des choses qui sont là. Mais ceux-là que je connais qui sont donneurs comme moi depuis le temps que j'ai commencé, il n'y en a plus beaucoup qui donnent. À un moment donné... À un moment donné, en fait, les gens, soit ils ont quitté Ouagadougou, là où ils étaient, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de centre. De transfusion. Voilà. Donc ils ramènent à votre doléance du début. Voilà. Donc, je pense que quelque part, il faut délocaliser. Ouais. Je pense que le CNTS aussi a déjà commencé en fait, à faire ça. Mais dans les grandes villes, là, je crois qu'il faut délocaliser encore. Parce que comme on le dit pour les élèves et les étudiants, c'est vrai que pendant l'année scolaire, si on va vers eux, c'est facile. C'est facile. Mais dès lors que l'année finit, en fonction de là où ils sont, souvent pour se déplacer, c'est très compliqué. Donc, ils ont beau avoir toute la bonne volonté du monde, s'ils ne peuvent pas venir, c'est pas facile. Donc, ça peut être intéressant de leur faciliter l'acheminement pour aller donner leur liquide précieux qui coule dans les veines et qui peut sauver des vies. Donc, je me tourne vers M. Zala. Donc, mais à votre niveau, est-ce qu'il y a beaucoup de sorties, de campagnes de collecte de poches de sang régulièrement? Ou c'est quand les gens vous demandent de venir que vous le faites, ou vous attendez juste que les gens viennent vers vous? Bon, on fait des campagnes à tout moment. Hein. On fait des campagnes à tout moment. Avec les associations de donneurs de sang qui essaient de regrouper les gens également. Dès qu'il y a possibilité, on y va. Toute personne, même si vous ne relevez pas d'une association,
Si vous arrivez à mobiliser les gens, à les rassembler et vous nous contactez, nous sommes prêts à venir partout sur le territoire. Partout où c'est possible, on y va. Donc l'ensemble des 9 centres actuellement couvre tout le territoire. Partout où vous nous appelez, on se déplace et on vient pour prélever. Et on va rappeler où sont ces 9 centres-là, si vous les avez. Ces 9 centres, c'est Ouaga, Bobo, Koudougou, Fada, Kaya, Waibia, Gawa, Dédougou et puis Tiankoudougou. D'accord. Maintenant, comme M. Traoré le dit, on est en train de réfléchir également pour Ouagadougou pour pouvoir avoir des sites avancés. Notamment, on a déjà pensé à Saint-Camille, à Pôle 6 et également à Pissi, l'hôpital de Boulmigou. Donc, nous sommes en train de discuter avec eux pour pouvoir installer des sites fixes là-bas pour pouvoir faire les prélèvements. Au moins, on se rapproche effectivement des gens. Parce que s'ils voient qu'on est très éloigné, ce n'est pas toujours évident. C'est ça. Voilà. Donc voici, c'est bien ça. C'est déjà bien. Ok. Donc on va boire un verre pour fêter ça après? Oui. Avant ou après le don? On peut le faire avant. Ça c'est plus sûr parce que de toute façon je le vois. Après le don, il y en a certains qui vont disparaître. Mais non, si c'est après, c'est bon. Lui, c'est après, il faut l'attraper avant pour être sûr que... Non, avant, comme il ne sera pas très très lucide, on va pouvoir facilement la donner. Non, ne vous inquiétez pas, je suis partant, je suis très partant. Je vais, Monsieur Zalé, après Monsieur Zala, après on reste en contact. Vous me verrez très bientôt dans vos locaux. Non, moi, je viens vous chercher. Monsieur Traoré va vous amener. Non. Moi, je viens vous chercher. Monsieur Traoré, vraiment, c'est un plaisir, c'est un honneur, mais je ne veux pas vous déplacer. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je viens vous chercher. Cherche l'excuse. Ça ne marchera pas. Donc, il y a ces centres-là. Il y a même une journée mondiale du donneur de sang. C'est-à-dire qu'au plan mondial, on se rend compte forcément de l'importance de cet acte-là qui peut peut-être, moi j'ai envie de dire, qui demande à la base pas grand-chose, juste la volonté et l'envie de, parce que c'est là. Et au Burkina particulièrement, on le sait, donc si vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire, et le mois de juin s'approche, pourquoi ne pas garder en tête? Il y a les centres de dons, il y a la possibilité d'aller donner du sang. Pour ceux qui ne savent pas forcément comment faire pour occuper leurs vacances, pourquoi ne pas, avec le Centre national de transfusion sanguine, penser à une campagne de collecte de poches de sang? Ça peut être très utile. Et justement, si on a envie de faire une campagne de collecte de sang et qu'on est un particulier, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous appelle juste? Oui. Est-ce qu'on doit organiser les gens? Est-ce que c'est vous qui, est-ce qu'on vous dit combien de poches on souhaite? Est-ce que c'est vous qui déterminez le nombre de poches que vous voulez? Comment ça se passe, l'organisation d'une journée, par exemple, de don de sang? Si un particulier veut organiser une collecte de sang, il nous contacte, c'est de voir est-ce que lui-même il peut mobiliser les gens. D'accord. Voilà, il peut mobiliser les gens et nous informer, on peut venir sensibiliser, venir déjà donner quels sont les messages du don de sang, quelles sont les conditions du don, pour que les gens puissent se préparer. Et après, il n'y a pas de nombre limite. Et même si vous dites 200 poches, on viendra avec le nombre d'équipes possible pour pouvoir prélever. D'accord, c'est pas même vous si qui on va direz étaler sinon des jours, on le fera. Ah oui? Ah oui, si vous dites 500 poches et qu'on ne peut pas prélever 500 poches en une journée, on va étaler sur 2-3 jours pour prélever. D'accord, ok. Ouais. Donc il suffit juste de savoir si on peut mobiliser les gens. Donc c'est-à-dire que vous faites une première sortie avec les personnes qui sont susceptibles de donner pour faire la campagne ou comment? Non, celui qui organise, avec lui, il peut nous voir, bien sensibiliser ceux qu'il peut mobiliser. Ok. Voilà, et après, on fixe un jour maintenant pour la collecte. D'accord. Vous avez déjà organisé à titre personnel des journées ou des campagnes? J'ai oublié de dire que je suis vice-président d'une association de donneurs de sang. D'accord. Qui s'appelle? L'Union nationale des donneurs de sang bénévoles. D'accord, ok. Voilà. Et, on a organisé plusieurs collectes de sang. Mais bon. Et il y a de l'affluence quand vous organisez ou pas? Assez quand même. D'accord, ok. En général, en fait, quand même, nous atteignons en fait, les objectifs que nous nous fixons. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Est-ce que ça veut dire que les gens ont bien envie de donner
mais ils attendent les opportunités parce que les deux dames nous ont dit « Oui, je n'ai jamais donné mon sang, mais si j'ai l'occasion, je vais le faire. » Donc, est-ce que c'est-à-dire que les gens attendent qu'on vienne leur dire? Souvent, c'est ça. OK. Souvent, les gens attendent qu'en fait, on puisse le faire. OK. Bon, c'est vrai que j'ai quand même quelques relations en fait, avec les gens du CNTS. Lorsque j'entends qu'on a fait sortir, on a déplacé en fait, une équipe du CNTS et qu'ils sont partis, ils n'ont même pas pu avoir 10 poches de sang. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Mais quand tu analyses, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas suffisamment de moyens. C'est ça. Quoi que l'on dise, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous avons conscience de ça. Mais lorsqu'on fait déplacer en fait, une équipe, toute une équipe pour avoir 10 poches, c'est souvent même moins de 10 poches. Souvent en dehors de Ouagadougou même. Donc il y a des problèmes. Mais le problème, c'est comment tu vérifies que la personne qui t'appelle va te réunir plus que ça si elle... Mais on espère. Lorsqu'on est en train d'organiser, tu ne peux pas être sûr. C'est vrai. C'est pourquoi en fait on dit c'est les élèves, c'est les étudiants. Parce que là-bas, quand ça se passe en fait à l'enceinte de l'établissement ou bien à l'enceinte du département, de l'UFR, on est sûr qu'il y a au moins en fait le potentiel là est là. C'est ça. C'est vrai que... Mais en dehors de ça, tu ne peux pas être sûr de quelque chose. Ouais. Par exemple, actuellement, avec la saison de pluie, tu organises quelque chose, oui. c'est pas évident que les gens viendront. Hein. Ça a vite fait de partir dans... Dès qu'il y a la pluie, bon, c'est fini. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on est très sensible à la pluie. Comme si nous étions du sel, ou bien du sucre, ou bien de la farine. Je sais pas, on est super sensible à la pluie, donc c'est sûr que c'est délicat d'organiser. Les plus grosses imprudences au moment de la pluie. Parce que je ne sais pas, on est pressé. Vous pouvez développer, monsieur? Non, on est pressé. Oui, dès qu'il y a des nuages, dès qu'il y a du vent, au lieu de s'abriter, on commence, tout le monde fuit. On dirait qu'il y a quelque chose derrière, je ne sais pas. C'est vrai. Il y a beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents graves qui se produisent en fait en ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est vrai que les imprudences. Alors que bon, en fait. Après, c'est pour venir dire qu'il faut donner du sang parce qu'il y a eu un accident. Tout à fait. Donc, il faut faire attention quand il pleut. C'est ça. S'arrêter quelque part, 5 minutes, le temps que ça passe. Voilà, de toutes les façons, il pleut. Voilà. Et il y a de la poussière. La personne qui vous attend sait. Donc attendez que ça se calme. Voilà. Vous allez arriver tout propre, tout beau, ou risquer un accident, ou de vous salir et tout ça. Bon, c'est pas le sujet, je sais, mais bon, je surfe sur la vague. Lentement et sûrement, on arrive à la fin de notre entretien avec vous, qui était fort édifiant. Je sens qu'on est sur la bonne voie pour changer Alex, et j'espère que tous les Alex qui nous regardent aussi sont dans cette dynamique, parce que je sais que tu n'es pas seul. Et non, nous irons. Nous allons aller. Je demande à toutes les personnes comme moi qui ne partent pas tout le temps donner leur sang, de penser à y aller. Nous allons aller, je pense qu'on va créer un programme pour ça, un programme d'appel. Là, tu crées trop de choses qu'on ne voit pas, Alex. Donc, je ne me mêle pas de ça, j'attends de voir. Donc, ensuite... du coup, moi, je vous donne rendez-vous au CNTS, qui est situé juste à côté de l'hôpital Yaragado, en face du centre de lutte contre le sida. C'est ça. Tu sais très bien où c'est, en plus. À venir de... Stéphane, laisse-moi finir ma publicité, oui. D'accord. À venir à Tengango, à bien vouloir donner leur sang parce que c'est des vies que vous sauvez tous les jours. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ce message. Merci. Monsieur Traoré, un dernier message pour tous ceux qui nous regardent avant qu'on ne passe à notre dernière rubrique. Et là, je lance en fait un appel en fait à toute la jeunesse burkinabé. Un sursaut d'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, donner en fait son sang, ce n'est pas la sinecure, ça ne coûte rien. On a juste besoin que vous ayez en fait la volonté et que vous allez donner, vous asseyez, vous donnez. Au retour, vous avez en fait une situation en fait par rapport à votre santé. Et ensuite, vous sauvez en fait des vies. Et du coup, ceci, lorsque vous intégrez en fait le don régulier du sang, vous prenez en fait un engagement d'avoir un comportement sans risque. Donc une jeunesse en bonne santé, c'est une jeunesse qui permet en fait de développement en fait de ce pays-là. Nous avons la chance que notre pays doit compter autour de 70% de jeunes. C'est ça. Nous ne devrions pas être en train de manquer en fait de sang. Ce produit-là, c'est un produit très précieux. Et à l'endroit de BF1,
je lance un appel pour que, au lieu que les agents de BFM se déplacent au CNTS, qu'une équipe de CNTS vienne ici. Pour déjà Alex sera le comité d'organisation. Il est déjà lancé, donc... un autre appel, en particulier, en fait, pour les agents de santé. C'est pas facile, c'est difficile pour eux. Lorsque vous êtes en face, en fait, d'un patient qui manque, en fait, de ce liquide-là, qu'on ne peut pas acheter, où on a juste besoin que quelqu'un fasse, en fait, le geste. Là, ça, c'est pas facile. Donc, je voudrais que, en leur sein, là, au niveau des hôpitaux, là, que déjà que l'on puisse mettre en place, en fait, un comité pour que ces agents de santé-là soient la première porte d'entrée pour la collecte de sang, qu'eux-mêmes commencent à donner. C'est ça. Ensuite, je dirais, un appel particulier est lancé, en fait, pour tout ce qui est chef de famille. Lorsque vous aviez déjà fondé une famille, vous êtes déjà 2, et que vous avez des enfants, vous commencez, en fait, le nombre augmente. Et il y a la probabilité que vous ayez besoin de sang au niveau de la famille augmente. Donc, chacun devrait intégrer, même si c'est une fois par an, aller donner, en fait, son sang. D'accord. Et encourager, en fait, les enfants à aller donner le sang. Merci beaucoup. Donc, je pense que là, tout le monde a été servi et je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on le dit, et que ça va quand même amener à un certain changement de comportement. Alors, M. Zala, pour conclure. Ok, j'ajouterai également à ce que M. Traoré a dit. Il ne faudrait pas que les gens attendent que ce soit leurs parents qui soient dans le besoin avant de venir donner le sang. Il faut qu'ils donnent le sang pour que le sang soit disponible en banque de sang permanemment. C'est ça qui va permettre de sauver les urgences. C'est l'appel qu'on a lancé aux gens. Et également dans les quartiers, ils peuvent se mobiliser. Ils peuvent contacter le centre. Je pense que je peux donner le numéro du centre pour que ceux qui veulent organiser une collecte peuvent bien nous appeler au 78 47 77 77. On va le dire encore. Et 78 47 77 77. Ils peuvent appeler sur ce numéro pour organiser une collecte. On peut se déplacer pour venir collecter sur place là-bas. Voilà, nous, on attend juste la mobilisation, que ce soit des tailles, surtout en cette période hivernale. Ce n'est pas toujours évident, les besoins ont augmenté déjà. C'est avec la maladie à coronavirus en plus. Donc, c'est vraiment la période vraiment pour se mobiliser pour donner le sang. C'est de lancer également un appel, pas seulement à BF1, aux autres médias également, pour qu'ils communiquent vraiment sur le don des sangs. Ils peuvent nous inviter, nous sommes disponibles pour venir communiquer sur le don des sangs. D'accord. Que les gens puissent mieux comprendre, parce que c'est vrai que la communication, ça coûte cher. Et comme le centre n'est pas si riche, c'est difficile souvent de communiquer. Donc c'est pour ça, peut-être que vous ne nous voyez pas trop dans la communication, peut-être que parce qu'on n'a pas trop d'argent aussi, c'est ça. Ça coûte ce que ça coûte souvent. Voilà. Et également, il faut que le don des sangs soit enseigné dans les écoles, parce qu'il faut que ça soit enseigné dès même le primaire. Voilà. Il faut que ce soit une éducation de base déjà. Que les enfants soient impatients d'avoir 18 ans pour pouvoir donner du sang. Voilà. Là, ils seront impatients, effectivement, d'avoir 18 ans pour donner le sang. Mais s'ils ne connaissent pas, ce n'est pas de 18 ans qu'on va commencer à communiquer. Ce n'est pas évident que, quelque part, s'ils sont éloignés, surtout des villes qui sont un peu éloignées des médias, ce n'est pas évident qu'ils vont entendre parler du don des sang. C'est vrai. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Zala, en tout cas, pour toutes ces informations, pour la présence, pour la disponibilité. Le LOF, ce n'est pas encore fini. Vous le savez, tous les mardis, avec nos amis du Waga Job Challenge, nous avons des astuces pour vous, spéciales employabilité. C'est maintenant Job Astuce. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Sawadogo donc, pour la suite de notre série. J'ai bien envie de l'appeler comme ça. Tout à fait, oui. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Bravo, oui, ça va. Et chez toi? Ça va bien. Super. Alors, on a appris à faire notre CV. On a préparé l'entretien, on a passé l'entretien, c'est qu'à la suite.
Oui, alors la suite, c'est que l'entretien a marché et là, on s'apprête à intégrer le nouveau milieu de travail. D'accord. Aujourd'hui, notre capsule va consister à dire quels sont les bons comportements, les bonnes aptitudes à adopter lorsqu'on intègre pour la première fois le milieu de travail, surtout pour les 3 premiers mois, les 90 jours, parce que généralement, les entreprises demandent à ce que les gens aient une période de probation pendant laquelle on va vous évaluer. Donc, quels sont les bons comportements pour réussir aussi cette période de probation? D'accord. Et c'est quoi ces bons comportements? Comment on commence? De façon générale, les entreprises recherchent des employés qui ont à peu près les qualités essentielles que je vais citer. D'accord. Avoir la planification, l'organisation, la capacité de communication, bien communiquer, mais aussi le travail en équipe. Concernant la planification, tout d'abord, il est essentiel en tant que nouveau employé, surtout si vous êtes junior, soyez le premier arrivé, soyez le dernier à partir. Ça vous permet de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de bien comprendre qui fait quoi, qui s'adresser aussi quand on a des problèmes, parce que généralement, ce sont les gens qui arrivent et qui partent les derniers qui maîtrisent tout cela. Donc, important d'échanger aussi avec eux dans ce sens-là. Voilà. L'autre chose qui est tout aussi important au début, c'est vraiment d'être poli avec tout le monde. Vous avez été poli en allant à l'entrevue avec tout le monde, du gardien, du chauffeur jusqu'au DG. Continuez dans ce sens-là. C'est très important et ça vous permet d'être vu comme un très bon employé avec une attitude très positive. D'accord. Oui. Et il y a aussi un planning hebdomadaire lorsque vous faites vos activités. Tout ce qu'on vous demande de faire, sachez mettre des échéanciers, faire le suivi. Ça, c'est la capacité d'organisation qui est recherchée par les employeurs auprès de ce qu'on appelle les bons employés. D'accord. Voilà. OK, donc quand on a trouvé ça, quand on a essayé quand même d'être très, très, très poli avec tout le monde, pour pas que ça passe pour une façade à l'entretien. Exactement. Comment ça se passe pour la suite? Parce que la vie continue en entreprise. Bien sûr, et là, vous travaillez avec des gens, vous devez communiquer, que ce soit de manière orale ou par email. C'est ça. Il est très important que vous communiquiez tant pour le travail que pour autre chose, vraiment de façon positive. Cela implique d'éviter d'aborder les sujets qui fâchent, par de religion, de politique. Éviter aussi d'être la personne qui « Ah oui, mon collègue, il est comme ci, il est comme ça ». Éviter de critiquer vos autres collègues de travail. Voilà. Parce que vous savez, vous n'êtes plus à l'école, vous êtes désormais dans le milieu de travail. Quand vous étiez à l'école, en classe, ça pouvait se faire. Mais là, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, vous devez d'avoir quand même une attitude et une manière de communiquer beaucoup plus positive que ça. Mais si quelqu'un a l'initiative de venir vous dire « Ah, tel collègue-là, il faut faire attention parce qu'il est ci, il est ça. Tel collègue-là, elle est comme ci, elle est comme ça. » Qu'est-ce qu'on dit à cette personne quand on vient de rejoindre une équipe? Oui, surtout quand vous venez de rejoindre une équipe, alors vous êtes là avant tout pour travailler. Vous êtes là pour aider l'entreprise à réaliser ses objectifs. C'est ça. Il est évident que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a des gens qu'on aime, des gens qu'on aime moins. L'essentiel est de toujours garder un esprit collaboratif. Parce que c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas, si vous allez, disons, vers tel collègue, vous ferez des par un autre. Si vous allez vers les autres, évidemment, donc il faut vraiment éviter de tomber dans ce genre de considération. Tenez-en vous et sachez aussi que la capacité d'être la personne qui mobilise, la personne autour de laquelle tout le monde se mobilise, c'est aussi un trait essentiel de leadership. C'est un trait essentiel qui est recherché aussi par les employés. Et lorsqu'on parle des hommes, je termine avec notamment cet aspect très important qui est le travail en équipe. D'accord. Voilà. Lorsqu'on travaille en équipe, avant tout, surtout quand on est junior, il faut être humble. Voilà. Quand je dis humble, certains vont me dire « Ah oui », voilà, essayer de s'écraser. Non. Être humble, c'est avoir cette capacité de dire « Je ne connais pas tout ». Parce que lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on finit, on a notre diplôme, on dit « Ah oui, on vient d'avoir notre diplôme en marketing, on va certainement se retrouver dans une grande entreprise, etc. etc. » La théorie, on le sait toujours, est différente de la pratique. C'est sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis, il faut être humble dans le sens où vous ne pouvez pas tout connaître. Et vous êtes aussi là pour, à un certain niveau, apprendre aussi. C'est ça. Voilà, faire le lien entre la théorie et la pratique. Voilà. Mais il peut arriver que, même étant jeune, par rapport à son diplôme, on occupe un poste de responsabilité qui nous amène à avoir des subalternes qui sont dans la boîte depuis longtemps, qui sont souvent peut-être des aînés en âge. Comment on fait quand même, malgré ce conseil, d'être humble, de faire comprendre que je suis quand même le patron?
Voilà, comment ça se passe? Oui, alors ça, c'est une situation qui est vraiment intéressante dans le sens où ça prouve qu'on vous a recruté non seulement par vos compétences, mais aussi par votre savoir-être. C'est-à-dire, on a décelé en entrevue que vous avez la capacité, en fait, de parler justement avec des gens qui sont plus âgés que vous. Voilà, vous êtes leur supérieur, mais ils sont plus âgés que vous. Mais vous avez cette capacité justement d'aplanir les difficultés, cette capacité de leur parler de manière vraiment respectueuse, surtout qu'on est dans un contexte, je dirais, africain où il y a le respect de l'aîné et autres. Voilà. Toujours, en fait, faire comprendre que lorsque vous leur parlez, lorsqu'il peut y avoir des situations conflictuelles, de rester vraiment dans le cadre du travail. Voilà, c'est très important. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux le comprendront. Voilà. Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes un aîné que vous allez forcément vous braquer parce qu'on vous dit les choses, malgré le fait que la personne est plus jeune que vous. Voilà. Et c'est vraiment une situation que peut-être pas mal de gens vivent, mais sachez que c'est un point positif dans le sens où on apprécie au-delà de vos compétences, vos relationnels, on apprécie aussi vos aptitudes, ces choses qu'on a décelées chez vous justement au cours de l'entrevue. D'accord. Voilà. Bah, c'est bon à savoir parce que je suis sûre qu'il y en a qui se posent souvent cette question. Ils sont plus là, ils sont plus expérimentés, ils sont plus âgés, je suis jeune. Et j'ai envie de dire, surtout souvent quand c'est une fille qui occupe un poste de responsabilité, c'est plus délicat. Donc, il faut savoir allier les deux, respect, humilité, mais quand même, on occupe un poste de responsabilité, pouvoir dire les choses sans manquer de respect. Voilà. Et justement, une des astuces quand vous faites face à ce genre de situation, allez leur poser des questions. Allez vous intéresser à eux. Parce que ça montre qu'ils ont une certaine expertise du fait de leurs longues années dans le milieu de travail. Mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme une relation mentorale, où justement, on apprend de l'un et l'un aussi apprend de l'autre, toujours en toute humilité. D'accord. Voilà. Et cela, justement, terminer notre chronique avec le petit conseil, justement, que j'aime donner aux personnes juniors qui arrivent au milieu de travail. Essayez de vous trouver un mentor. Quand je dis un mentor, c'est une personne, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, voilà, professionnel bien sûr, qui va vous aider à mieux comprendre le nouvel environnement dans lequel vous vous trouvez, à mieux comprendre les dynamiques humaines, parce que les entreprises sont aussi des endroits où l'humain entre beaucoup en jeu. Vous aider à vous perfectionner au niveau de votre art professionnel aussi. Voilà. Donc ça, c'est une astuce que je suggère beaucoup aux jeunes diplômés, parce que trop souvent, quand on sort de l'école, on pense qu'il n'y a que notre diplôme qui compte. Alors qu'on peut très bien aller trouver de l'aide, justement, à des endroits où on ne s'y attend même pas. Voilà. Ça me fait penser justement à la dernière chronique de ma collègue Fadima, où justement votre invité, la députée, parlait du fait qu'il fallait vraiment coacher. Voilà. Donc, le fait d'avoir un coach, un mentor, peut vraiment beaucoup vous aider, surtout dans vos premières années de votre carrière. D'accord. Merci beaucoup, Yvan. Donc, je pense que pour ceux qui ont réussi leur premier entretien d'embauche, ont les armes pour intégrer leur équipe de travail sans forcément faire d'écart de conduite. Et en espérant que ça va être une longue et belle carrière qui s'ouvre à eux à partir de cet instant. Bien sûr, et c'est tout ce qu'on souhaite, avoir vraiment des employés compétents, dynamiques, qui vont aussi bien servir leurs clients. Parce que nous tous qui allons dans les entreprises, nous sommes aussi les clients de ces entreprises. C'est vrai. Et si nous sommes bien servis, eh bien, nous dirons du bien justement de ces entreprises. Absolument, je suis d'accord avec ça. J'ai vu que M. Traoré a écouté avec beaucoup d'intérêt. En commentaire. J'ai aimé la partie humilité. D'accord. Comme on dit, dans le monde du travail, là, je ne connais pas tout. Je ne saurais jamais prétendre connaître tout. Donc, je peux apprendre toujours. Et je dois continuer à apprendre. Absolument. Voilà. Lorsque j'arrive effectivement dans une entreprise, il faut apprendre. Absolument. Il faut apprendre, même si quelqu'un est dans l'erreur. Il faut l'écouter et puis développer, trouver en fait des arguments. Il dit, mais surtout par la suggestion. Oui, c'est vrai, vous faites comme ça, c'est bien. Mais je pense si vous essayez comme ça, là, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas meilleur. Il ne faut pas dire non, on ne fait pas comme ça, il faut faire comme ça. Non. Il faut faire des suggestions. D'accord. La personne qui est là, qui a plus d'expérience que vous, va adhérer beaucoup plus facilement en fait, à ça. Au lieu de lui dire non, 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 on ne fait plus comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. C'est comme ça, en fait, on impose en fait,
sa façon de voir. Ouais. Je veux avoir un vrai travail qui soit fait de cette façon. Je vous suggère de le faire comme ça. Et à un moment donné, on va être sur la même longueur d'onde et puis le travail sera bien fait. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce bonus qu'on a eu. En tout cas, merci à toi, Yvan. La semaine prochaine, on te retrouve ou on retrouve Fadima? C'est toujours moi. Alors là, nous allons aborder la question des réseaux sociaux. D'accord. Bien sûr. C'est sûr. Comment gérer vos profils, vos réseaux sociaux quand vous êtes un professionnel? C'est sûr qu'on va beaucoup apprendre parce que souvent on se lâche et une fois qu'on commence, on se rend compte qu'on n'a pas forcément tout bien fait. Donc, Monsieur Zala, vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre présence. Monsieur Traoré, merci beaucoup. Yvan, à la semaine prochaine. Ça marche. D'accord, donc à vous, chers téléspectateurs, à vous qui nous avez écrit, je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui n'ai pas réussi à dérouler la page. Donc oui, vos commentaires sont là, mais c'est moi. Donc vraiment, toutes mes excuses. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous regarder, pour nous écrire. Merci d'aller donner votre sang juste après, car oui, vous allez contribuer à sauver des vies. Et la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on se retrouve avec de nouveaux invités, de nouveaux sujets pour ensemble, vous le savez, apprendre, échanger et se partager des connaissances. Prenez grand soin de vous. Bonne suite de programme en compagnie donc de BF1. Au revoir.